Bonjour à toutes et à tous. L'exploitation durable des plans d'eau pourrait contribuer à l'économie mondiale à hauteur de 1,5 milliard de dollars grâce à une gestion efficace. Il s'agit là de la conclusion d'une conférence sur l'économie bleue tenue à Nairobi au Kenya en novembre 2018, avec un total de 38 pays côtiers et insulaires sur 54 et un littoral de plus de 47 000 kilomètres. L'Afrique devrait tirer grand profit de cette manne. Encore que plus de 90% des importations et des exportations africaines transitent par la mer et plusieurs des corridors commerciaux les plus stratégiques de la planète sont situés en Afrique. Oui, l'économie bleue représente une alternative de développement économique et industriel pour les pays africains. L'Union africaine la qualifie même de nouvelle frontière de la renaissance de l'Afrique. Pourquoi donc ce secteur ne décolle-t-il pas? Écoutez, madame, cela est dû à beaucoup de facteurs. D'abord, il faudrait comprendre que l'Afrique est rentrée un peu tard dans la mondialisation maritime et portuaire. Parce que, au départ, nos nations n'avaient pas eu de contact ou n'avaient pas développé la technologie d'accès à la mer. C'est vrai, vous allez me parler du Nil et de l'Égypte, qui quand même a fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Ouais, je vous dévance donc sur le fait. Mais il faudrait comprendre que nos pays, malheureusement, n'ont pas tiré grand profit de ces développements technologiques de ce moment-là. Et du coup, l'Afrique elle-même se scène en un certain nombre de parties de zones maritimes. Il y a l'Afrique du Nord qui a un autre développement de son économie bleue. Il y a l'Afrique du Sud qui a également une autre architecture de son économie bleue. Et puis il y a l'Afrique au sud du Sahara qui malheureusement n'arrive pas véritablement à s'intégrer dans cette mondialisation maritime et portuaire. Et donc les raisons sont multiples, elles sont liées peut-être à plein de choses que nous allons essayer de dépouiller pendant cet entretien. Monsieur Godonou, la léthargie que nous observons, elle vient d'où? Alors moi je dirais que les raisons sont d'abord politiques, organisationnelles et aussi culturelles. Il a expliqué, les Africains n'avaient pas la culture de la mer. C'est arrivé, disons, que nos pays ont connu cette culture à partir de la colonisation. Et cette culture, les premières infrastructures portuaires qui ont été installées dans nos pays, c'était juste pour transporter des greniers, les produits agricoles vers la métropole. Donc, on n'avait même pas un développement d'infrastructures dans le sens du développement économique des pays. Mais c'était plutôt un développement d'infrastructures dans le sens de la traite, dans le sens de l'importation, du transport des champs de l'arrière-pays. Encore, quand je parle de l'arrière-pays, je parle justement de ces greniers-là. Lorsque vous prenez par exemple, pour avoir une idée, lorsque vous regardez un peu les chemins de fer au niveau de nos pays africains, regardez la charpente ou la colonne ou l'architecture, si vous voulez, des chemins de fer au niveau du Bénin. Les chemins de fer partent d'où? Des palmeraies vers le port. Des champs de coton vers le port. Vous n'aurez pas de chemin de fer en dehors de ces trajectoires-là. Donc, tout était conçu pour que les pays africains restent dans une logique de développement de leur économie bleue. Et la politique
j'ai parlé de politique. Parce qu'après les indépendances, nous-mêmes n'avons pas su développer une bonne politique pour changer la tendance qui avait été donnée à notre économie bleue. Et l'organisation, bien sûr. Nous allons développer tout ça parce que lorsqu'on observe aujourd'hui, comme il a bien désigné, l'économie maritime dans le monde, vous avez de grandes lignes commerciales maritimes dans le monde. Quand vous regardez la carte du monde en termes d'organisation de transport maritime dans le monde, vous verrez des fibres vers nos pays, lorsque vous avez des canaux vers d'autres pays. Et cela montre l'importance des activités que nous avons, des activités économiques que nous avons dans nos pays africains. Et pour parler, par exemple, quand vous prenez par exemple le Maghreb, ces pays autour de la Méditerranée se sont mieux développés parce qu'ils ont l'autre façade de la Méditerranée qui est développée. Ils ne sont pas développés à la même hauteur, à la même échelle, mais comparé quand même à l'Afrique au sud du Sahara, il y a un développement plus poussé. Quand vous allez, par exemple, en Afrique orientale, vous avez aussi un autre développement qui est Mombasa, est le tout premier aujourd'hui. Parce que Mombasa n'est pas resté dans le giron d'une colonisation donnée. Cette zone, cette corne de l'Afrique a connu un développement de l'économie bleue par rapport à l'Asie. Par rapport à l'Asie. Vous venez dans la zone, j'avais parlé de orientale. Vous venez au sud de l'Afrique. Vous avez l'Afrique du Sud, le port de Durban, qui est le grand port en Afrique du Sud. Venons maintenant dans la corne ouest africaine. Prenez de Dakar jusqu'à l'Angola. Regardez quelle est la dominance dans ces ports-là. Quelle est la dominance économique dans ces ports-là? Vous verrez les ports anglophones, les ports francophones et les ports lusophones. Et regardez, étudiez un peu comment ces ports sont organisés. Donc, en réalité, il y a aussi la politique qui a donné un cachet pour le développement de l'économie bleue, qui n'est pas toujours un cachet de développement harmonieux, un cachet de développement social, un cachet de développement durable pour nos pays. Docteur Lioussou, est-ce qu'à partir de ce qui vient d'être dit, nous pourrons prétendre que nos gouvernements, surtout au niveau de l'Afrique subsaharienne, ont manqué d'ambition? Merci, madame. Ou n'ont pas pris la mesure du potentiel que représente l'économie bleue? Non, mais écoutez, quand on parle d'économie bleue, c'est difficile même pour les États de contrôler l'économie bleue. Parce que l'économie bleue est au-delà de la portée des États. Tout simplement parce que c'est une économie fortement capitalistique. Ça nécessite de lourds investissements qui dépassent même les capacités d'investissement des États. Du coup, c'est vraiment des groupes organisés qui ont pris d'assaut les maillons de cette économie-là. Et pour en venir à l'Afrique, observez ce qui se passe en Asie, et plus particulièrement en Chine. Depuis quelques années, les meilleurs ou les plus grands ports du monde, vous les aurez en Asie. Du moins, les 10 premiers, selon le cas, où pratiquement, ils font les 9 sur 10, si vous prenez les top 10. Ça a une explication. C'est tout simplement parce que la production mondiale s'est déplacée vers l'Asie. Et du coup, avec ce niveau de production, il faut des moyens pour évacuer les productions vers les marchés de consommation. Et donc, on ne peut pas faire cette évacuation ou cette distribution de produits industrialisés sans faire recours
à l'économie maritime. Et donc, c'est ça qui a expliqué l'émergence des ports asiatiques. Mais l'Afrique, comme M. Godonou vient de le dire, c'est vrai, on a connu le contact, on a fait le contact avec la mer par le fait de la colonisation, mais c'est resté à l'étape de comptoir. On n'a pas cherché à développer un marché en Afrique, à produire en Afrique, à vendre ce qu'il faut en Afrique, non. Mais on essayait juste d'importer des produits de la France ou de l'Europe, des États, des biens d'équipement et autres, vers l'Afrique. Et puis, on en exportait les matières premières. Mais on n'a pas réfléchi, on n'a pas cherché à transformer ces matières premières-là sur place pour faire travailler la main-d'œuvre et pouvoir exporter ces produits manufacturés vers quelque marché que ce soit. Et malheureusement, nos États africains, dans l'euphorie de l'indépendance, n'ont pas réfléchi à l'aspect économique de cette indépendance-là. Mais ils ont beaucoup plus pensé à l'aspect politique. Ils ont eu l'indépendance politique en griffe, mais vous savez qu'il n'y a pas de politique sans économie soutenue. Quand votre économie n'est pas soutenue, vous pouvez être président, vous pouvez être tout, mais vous serez contrôlé par le lobby financier et économique. Donc, ça fait que nos États ont eu l'indépendance politique, mais n'ont pas eu l'indépendance politique et économique. Et du coup, politiquement, ils sont toujours liés. Parce que quand vous tendez toujours la main pour demander de l'argent, pour demander à manger, vous n'êtes pas véritablement libre. Et c'est ça le piège dans lequel se trouvent nos États africains. Donc, l'Afrique aurait pu s'intégrer dans cette économie maritime mondiale, mais l'Afrique n'a pas su profiter de l'opportunité en fait pour le faire. Et cette opportunité ne pourrait être saisie que si réellement l'Afrique devient un centre de production. Mais si ça continue d'être un marché de consommation, ça va être difficile de développer l'économie bleue en Afrique. Est-ce qu'on peut considérer alors que ce n'est pas demain la veille? Écoutez, madame, je ne suis pas pessimiste. J'ai foi que cette Afrique-là va se réveiller. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que nous nous retrouvons au sein d'un réseau de chercheurs à travailler sur la façade atlantique de l'Afrique, en réfléchissant sur les opportunités qu'on pourrait tirer de cette façade atlantique de l'Afrique au regard de son contact avec la mer, parce que nous estimons humblement que s'il y a une possibilité de développement de l'Afrique demain, ce ne serait que par la mer. C'est le jour où les Africains, des dirigeants jusqu'au bas peuple, nous allons tous ensemble comprendre l'importance de l'économie bleue et prendre les mesures nécessaires d'abord à travers les formations et à travers les infrastructures et l'organisation qu'il faut. C'est à partir de ce jour que nous pourrons marquer un pas du développement. Sinon, ce n'est pas encore gagné. Monsieur Godonou, ce n'est pas gagné, mais d'où doit venir le déclic? Moi, je pense que le déclic doit venir d'abord ce que j'appellerais d'une capitalisation de l'expérience, surtout des pays asiatiques. Puisque quand on fait un recul de 60 ans en arrière, nous étions presque au même niveau que les pays asiatiques. Et ils ont commencé d'abord par un développement endogène, un développement régional, avant de commencer par faire leur développement sur le plan international. Les pays africains, nous avons, à différentes échelles, bien sûr, parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand on prend l'Afrique du Nord, c'est un autre développement. Quand on prend l'Afrique de l'Ouest, c'est un autre développement. Quand on prend l'Afrique méridionale, c'est un autre développement. L'Afrique orientale, c'est un autre développement. Et tout ça, je l'ai expliqué, c'est lié
au passé politique, à l'organisation de chaque... et à la culture de chaque pays aussi. L'Afrique doit repenser au fait sa politique économique. L'Afrique doit revoir la structure de l'économie. Si vous lisez un peu comment l'économie de nos pays s'est développée, vous allez constater que les années 70, les Africains ont découvert le pétrole et presque tous, ils ont laissé l'agriculture pour se lancer dans l'exportation du pétrole. Et c'est ça qui a détruit carrément la structure de l'économie de nos pays. Monsieur Boukari. Oui, les problèmes soulevés par M. Athanas sont vraiment réels. Et c'est aussi le moment de dire que l'agriculture est trop risquée, aléatoire. C'est une question de connaissance. C'est une question de connaissance et on peut passer en revue les différents risques et pouvoir les gérer, mieux les gérer, savoir quels sont les risques que nous gérons mieux. Si vous prenez par exemple l'exemple de un prêt n'est pas adapté. Un prêt n'est pas adapté, c'est vraiment pour un acteur des finances, c'est vague, je dirais. J'ai besoin de dire pourquoi c'est pas adapté. Est-ce que c'est le montant à l'hectare qui est faible ou qui est élevé, ou c'est les conditions, par exemple, pour l'expérience que nous avons, la plupart des structures financières vous donnent un prêt pour l'agriculture et 1 mois, 2 mois après, vous demandent de commencer le remboursement. Nous travaillons avec ces institutions financières pour leur dire non, si vous voulez qu'ils remboursent correctement, cette façon de faire n'est pas bien. Et nous avons, par la grâce de Dieu, nous avons aussi des institutions qui comprennent que là, c'est de ma faute. S'il ne rembourse pas bien, c'est de ma faute parce qu'il est obligé de jongler. Ça, c'est un élément où quand on dit que le prêt n'est pas adapté. Ça peut être aussi lié au montant. La plupart des producteurs se disent, bon, si je demande, je donne un exemple, si je demande peut-être 100 000, c'est sûr qu'ils vont me donner 50 000. Donc, autant demander 200 000. Voilà. Sûr d'avoir les 100 000 d'avoir les 200 000. Donc, vous voyez, c'est un peu... Lui-même ne maîtrise pas effectivement et la plupart n'est pas vraiment honnête sur la réalité parce qu'il a des préjugés sur celui qui va l'écouter. Et parfois, le prêt ne sait pas exactement à quoi on l'a demandé. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'aspects quand on dit que ce n'est pas... L'agriculture est risquée. Et le financier aussi pense que l'agriculture est risquée parce qu'il ne sait pas que pour produire le maraîchage, pour produire l'oignon, voilà comment l'oignon se produit. Voilà les périodes où on peut vendre l'oignon. Voilà les périodes où il n'y a pas beaucoup d'eau. Ceux qui n'ont pas les moyens d'utiliser ou bien d'avoir des fourrages peuvent utiliser seulement la pluie. Quelle est la période? Donc, ça veut dire que le financier manque de connaissances vraiment sur les filières. Et ça, c'est un constat qui a été vérifié sur le terrain. Donc, et tout le monde, il finance l'agriculture en fonction des opportunités qui se présentent. Lui, il saisit les opportunités comme un projet qui lui donne beaucoup d'argent pour dire, bon, donne à ceux-là. Et lui, il prend, il dit, il donne. Et le projet lui dit simplement, si ces gars ne remboursent pas, moi, je peux rembourser à leur place. Contrairement aux pratiques que nous avons actuellement au niveau du projet, au niveau de la GIZ. Vraiment, la responsabilité de l'entrepreneur doit être engagée. Donc, mais M. Kadja est plutôt pour les subventions. Il n'est pas pour les prêts. Vous pensez que c'est possible, ça? La subvention, oui. Mais on parle de plus en plus d'une subvention responsable. Une subvention qui crée de la distorsion sur le marché, ça pose problème. J'ai une structure financière X qui est vraiment engagée à financer les producteurs d'une filière donnée et qui se retrouve en concurrence avec
peut-être un projet qui dit, bon, maintenant, vous les maraîchers, producteurs d'oignons, je vous donne des prêts, je vous donne des prêts à taux subventionnés. Et j'ai un financier qui est plus durable dans le temps que le projet, qui dit, bon, maintenant, je mets des produits financiers adaptés à la production de l'oignon. Et donc, ça veut dire que beaucoup peuvent bénéficier de ça auprès du financier, mais beaucoup ne peuvent pas bénéficier si c'est le projet. Vous voyez, donc, le producteur se voit maintenant, dit, là, on me donne un crédit, peut-être je dis des bêtises, à 2%, et le financier me donne le crédit à 10%. Mm-hmm. Bon, où vais-je aller? Le choix est simple. Le choix est simple. Ouais, le choix est très simple. Et notre rôle au niveau de Profinance, c'est vraiment permettre à un producteur d'avoir autant de fois qu'il veut le prêt qui soit adapté à sa production. Et de plus en plus, on trouve des producteurs qui disent je préfère avoir une bonne relation avec le financier. Le jour où je vais aller à 5 hectares, c'est plus facile parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Donc, c'est de cette façon qu'on travaille au niveau des deux côtés. Voilà. Pour que M. Athanase puisse rentrer en relation avec une structure financière qui comprend son activité et qui peut lui donner des prêts à tout bout de champ. Est-ce que ce sont des propos qui vous rassurent, M. Kadia? Bon, au fait, ce domaine, comme je suis en train de le dire, aujourd'hui, tel que l'agriculture se pratique au Bénin, en Afrique en général, l'agriculture, la production n'est pas rentable. Je reviens toujours sur ça. La production, parce que l'agriculture, c'est 3 phases. Il y a les intrants, il y a la production et il y a la commercialisation. Maintenant, quand vous prenez ces 3 étapes, dans les intrants, c'est rentable. Parce que tu paies, tu revends. La commercialisation, c'est la même chose. J'ai payé produit à temps et je vends à temps. Maintenant, la production, ce n'est pas rentable. Et c'est pour ça que les pays développés, ils ont compris que la production n'est pas rentable. Maintenant, comment on va passer? Quand il n'y a pas de production, il n'y a pas les intrants, il n'y a pas la commercialisation. Il n'y a pas les produits pour vivre. Donc, eux, ils ont compris et ils subventionnent la production. Ils peuvent mettre des taxes sur les intrants, sur les structures qui produisent des intrants, on met des taxes. Sur les structures qui font la commercialisation, on met des taxes. Et on prend ça pour venir subventionner la production qui n'est pas rentable. C'est pour ça que beaucoup fuient. Quand on parle de l'agriculture, beaucoup fuient. C'est vrai, c'est pas rentable. Prenez les producteurs, prenez un certain nombre de maraîchers dans mon domaine qui a réussi. Vous n'allez pas trouver. Moi, c'est parce que j'ai fait d'autres choses aussi. Moi, j'ai une passion pour ça. Moi, je suis content que j'ai initié quelque chose. Il y a des jeunes qui travaillent dedans, qui gagnent et leur pain. Ça, là, me donne déjà de la joie. Mais quand nous allons parler franchement que quelqu'un qui va vivre de la production et être à l'aise, avoir une bonne maison, un bon moyen de déplacer, tout ça, là, il n'y a pas. Allez à Ouérola, les producteurs qui sont là-bas, et faites le sondage. Des gens sont dedans il y a 20 ans, 30 ans, demandez-les qu'est-ce qu'ils ont réalisé. Ce n'est pas rentable. Maintenant, on doit trouver une politique pour subventionner la production qui est difficile. Nous engageons les gens sur nos fermes. Après quelques temps, ils t'abandonnent. Des fois, là, peut-être là, trouver 5 millions, quelqu'un lui prend une moto à 400 000, il va faire contrat avec lui. Il sort aujourd'hui avec Zim, il a trouvé 4 000, tout ça, il voit que c'est plus mieux que chose là. Et il t'abandonne, c'est comme ça. Les gens ne sont plus prêts à se donner à l'agriculture parce que la production même n'est pas rentable. Nos parents sont dedans depuis des années. Ils mangent simplement, c'est tout. Ça, c'est pas... Quel agriculteur dans nos villages, tu vas voir, il a réussi sa vie? Non? Sinon, il en connaît, il me donne des exemples. Monsieur Boukara, vous êtes interpellé? Oui. L'agriculture ne nourrit pas son homme? D'abord, ça veut dire... Il y a un aspect que
M. Athanase a oublié, c'est la transformation. Et la transformation, c'est vraiment quand on prend toute la production, la transformation, la commercialisation et les intrants, la transformation apporte plus de valeur ajoutée. Et ça, tout le monde le sait. Mais donc, c'est aussi des moyens. Hein? Ça aussi, c'est des moyens. D'accord, ça fait un. Le deuxième point, c'est de dire, si nous prenons un producteur, tel que j'ai dit tout de suite, on travaille avec des producteurs, avec un autre projet qu'on appelle ProSiva, qui développe des innovations. Je donne un exemple tout simple. Je prends un producteur de soja qui utilise une semence des grains. Je prends des grains de soja, il utilise grains de soja, il sème et il produit encore le soja. Son rendement tourne autour de 500 kilos à l'hectare. Je prends quelqu'un qui utilise peut-être des semences améliorées, vraiment améliorées, dont le rendement est à plus de 1 tonne à l'hectare. Nous avons dans un village quelqu'un qui n'utilise pas la semence améliorée. Et voilà un peu ce qu'il a produit. Et au même moment, vous avez quelqu'un qui a utilisé la semence améliorée et les deux producteurs sont sur le même marché. Lui, il veut vendre sa production à 200 le kilo et l'autre aussi veut vendre à 200 francs le kilo. Par contre, si vous prenez quelqu'un qui a la technologie qu'il faut, le matériel végétal amélioré, ça lui permet de vendre peut-être 150, 180, alors que l'autre, il est là. Parce que s'il ne vend pas à 200 francs, il ne sera pas rentable. Donc, prenez beaucoup de ces producteurs-là, ces producteurs dont parle M. Athanase, ils sont très nombreux. De ce que vraiment l'innovation n'est pas là, la technique n'est pas là, la façon dont ils ont produit depuis 5 ans, ils continuent à produire. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et donc les résultats ne changeront pas. Les résultats ne changeront pas. Donc c'est justement pour ça qu'on permet à quelqu'un de dire, bon, apprenez à utiliser la semence améliorée. Si vous prenez par exemple un autre par rapport à... M. Athanase a posé le problème d'inondation. On dit qu'il y a beaucoup de pluie. Et quand il y a beaucoup de pluie, nous avons peut-être un autre projet ProSol qui a parlé de comment on peut faire des sillons, ainsi de suite, pour peut-être soit évacuer l'eau, soit retenir le peu d'eau qui tombe, qui permet à un producteur qui a ses connaissances peut peut-être réduire, je dirais pas totalement à l'abri, peut réduire les dégâts. C'est pour ça que je dis, l'agriculture aujourd'hui, si ça doit se faire, c'est avec la connaissance qu'il faut aujourd'hui, la connaissance actuelle, et en ce moment, ça peut nourrir son homme. Et les producteurs arrivent vraiment à prendre un crédit, rembourser les crédits et augmenter la superficie. Par expérience, c'est ça. Depuis qu'on a commencé à travailler, les producteurs ont augmenté la superficie. Ils ont fait un peu les calculs et ils ont vu que c'est rentable pour eux. Ils veulent augmenter leur superficie de production. Donc, aujourd'hui, l'agriculture peut vraiment nourrir son homme si la connaissance y est. Monsieur Athanase, Kadia, vous serez prêt, Oui. par exemple, à aller vers la transformation pour mieux valoriser vos cultures, pour mieux en vivre? Oui, tout le monde parle de ça, tout le monde sait que en transformant, il n'y a plus de valeur ajoutée. Tout le monde le sait, mais c'est de l'argent. C'est de l'argent. Maintenant, il faut alors faire une politique. Par exemple, à obtenir des crédits pour ça? Bon. Vous estimez qu'il faut aussi subventionner la transformation? Non, je parlais de la production, là. Ça doit être subventionné. C'est de quoi il parle. La production, c'est ça qui est difficile, délicat dans le maillon. Donc, la transformation, oui, tout le monde le sait, mais ça a un coût. Ça a un coût. Et non seulement, il ne faut pas rentrer dans la commercialisation et dans la transformation, pour rentrer dans la commercialisation, il faut le marché. Il faut que je sois sûr que
quand je transforme ceci, j'ai le marché Pour écouler les pour produits. écouler. Sinon, tu vas prendre le prêt, tu transformes et ça ne coule pas. Là, il y a encore un problème par rapport à ça. Il faut que nos dirigeants, quand ils parlent de développement, pensent développement à l'africaine. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on met dans le développement, c'est quoi? C'est les grandes infrastructures, c'est vrai. C'est les routes. Voilà, c'est tout ça. Mais on a nos réalités en Afrique. L'Africain, au-delà de gratte-ciel et tout ça, l'Africain a une sociologie qui est forcément différente des sociologies européennes et autres. L'Africain aime vivre en communauté, par exemple. Papa, maman, grand-père, tout ça, tout le monde aime vivre en communauté. Ou bien on va au village, cousin, cousine, tout le monde est ensemble. Donc, on ne peut pas penser développement Afrique comme le développement sur les autres continents. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose, c'est qu'il faut forcément adapter la recherche de ressources de façon générale. Il faut vraiment l'adapter à nos contextes. Aujourd'hui, on a besoin de quoi? On a besoin déjà que les besoins fondamentaux soient réunis pour chaque individu. Ça, pour nous, de façon, si je relativise les choses, si on réussit ça va être pour nous déjà un grand saut vers le développement. C'est très important, ce que je dis. Les gens n'arrivent pas à manger, les gens n'arrivent pas à se vêtir, les gens n'ont pas le minimum. On veut leur parler de développement à l'échelle européenne ou à l'échelle américaine. Ça ne va pas être possible. On va aller, on va peut-être tâtonner, mais on reviendra toujours à la case départ parce qu'on n'aura pas vraiment atteint notre objectif. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est ce qu'on fait, comme on l'a dit, c'est comment on répartit les ressources. C'est ça aussi le problème africain. Vous avez des pays qui ont des ressources, des ressources au niveau de leur sous-sol inestimables, mais dont les populations souffrent énormément de faim, de famine, de guerre et tout ce que vous savez. C'est comment on fait pour répartir ces ressources-là, pour permettre à tout le monde d'en profiter au même moment et de façon équitable. Tant qu'on n'aura pas réellement cerné ces aspects-là, on peut optimiser autant qu'on peut les ressources, on peut augmenter les impôts, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on n'y arrivera pas. Donc, il faut vraiment penser le développement, comme je l'ai dit, à l'Africain. Donc, il faut voir comment nous fonctionnons, quelle est notre sociologie, comment les gens veulent vivre, comment les gens se nourrissent et tout ça, et nous permettre déjà de nous autosuffire. Qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce dont nous avons besoin? Est-ce que nous avons vraiment besoin d'une telle culture? Est-ce que c'est plutôt une telle culture que nous avons? D'abord, il faut s'autosuffire et ensuite maintenant penser à la réexportation. Parce que ce qui se passe actuellement sur le continent, c'est que nous aimons baser nos économies sur l'exportation. C'est très bien. Mais après, avant d'exporter, est-ce qu'on est sûr que ce que nous-mêmes nous disposons sur nos pays, est-ce que ça suffit à nos populations? Si ça ne suffit pas, on a beau créer les chiffres, on a beau parler de croissance, mais tant que ça ne va pas se ressentir sur le Bénin, sur l'Africain lambda, on aura toujours du mal à nous développer. Finalement, qui détient la clé de la solution? Alors, qui détient la clé, c'est évidemment les politiques. Ça commence par là. Il faut qu'on ait des politiques qui comprennent déjà que pour se développer, il faut partir de l'humain. Ça, c'est très important. Donc, c'est nos politiques. Et vous savez que quand, sur le plan politique, on a des exemples. Hein, vous prenez un pays comme le Rwanda, où le politique a compris que le développement passe par le développement humain. Vous avez vu comment le Rwanda se développe aujourd'hui, même s'ils ont également leurs problèmes, parce qu'en même temps, à côté de développement, il y a forcément des problèmes. Donc, il faut parfois anticiper. Mais quand vous prenez un pays comme le Rwanda, vous prenez un pays comme l'Éthiopie, un pays comme l'Afrique du Sud, c'est quand même des pays, malgré leurs problèmes, qui arrivent avec la volonté politique à pouvoir aller vers ce développement-là. Après, il faut faire en sorte que dans l'éducation de nos populations, dans l'éducation des enfants, qu'on inculque un certain nombre de valeurs. Parce que l'enfant d'aujourd'hui sera l'adulte de demain qui va gérer les ressources dont on parle là.
si on ne les met pas dans de bonnes conditions, si on ne leur inculque pas les valeurs qui puissent leur permettre de maintenir le flambeau après, c'est qu'on aura fait des efforts aujourd'hui, mais si on les remet à une génération qui ne peut pas gérer, c'est qu'on reviendra toujours à la case de départ. Donc la volonté politique sur le plan continental, sur le plan de chaque pays également, compte énormément. Monsieur Comment, oui. C'est vrai, comme il a dit, volonté politique suivi de la gestion des fonds que nous cotisons, c'est des éléments qu'il faille vraiment analyser et suivre forcément. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi? Aujourd'hui, il y a un travail qui doit être fait pour aller vers la gestion efficiente des budgets des États africains et donc de la cotisation, de la collecte des impôts des États africains. Il faut, comme annoncé, inclure cette notion de civisme fiscal encore dans le coût primaire, comme par le passé. Avant, il y avait civisme moral, et on faisait, où même l'enfant, quand il revient à la maison, il chante pour ses pas, pour traverser une voie, je dois regarder ma droite et ma gauche. C'est des choses qu'il faut ramener encore dans nos États. Et l'enfant, depuis le bas âge, sait qu'il faut contribuer à payer ses impôts. Et dès que vous avez ça quelque part dans votre tête et que vos gouvernants ont également ça comme un souci et ont agi sur le système fiscal afin que le paiement de l'impôt n'est plus vu comme une tâche ou une corvée, je crois que nous pourrions effectivement s'autonomiser grâce au recouvrement de nos impôts et taxes. C'est ce travail que nous faisons au sein de la BFIP. Nous communiquons pour informer le contribuable de ce que l'impôt doit être payé et à telle période. Vous ne le faites pas, il y a des sanctions qui vous guettent. Vous devez le faire. Et j'invite ces États africains afin qu'ils puissent identifier de pareilles organisations, des OSC qui agissent dans ce sens-là, qu'ils font un travail qui les accompagne. Parce que c'est ça aussi la question. Oui, allez payer vos impôts. Quand on fait la somme de ceux qui, par cette communication, vont payer son impôt, on trouve forcément que nous contribuons aussi à l'atteinte des objectifs qui sont attendus dans chaque État. Alors, avant de poursuivre cette émission, je vous invite, chers invités, à regarder ce petit reportage et nous allons commenter ensuite. Le compte à rebours est lancé au Nigeria contre les fraudeurs fiscaux. Ils ont jusqu'au 7 octobre 2019 pour régulariser leur situation et profiter d'une amnistie fiscale. Dans la ligne de mire se trouvent les contribuables détenteurs d'actifs à l'étranger. Conformément à un décret présidentiel en vigueur depuis le lundi 8 octobre, les contribuables nigérians qui détiennent des avoirs et des revenus à l'étranger sont tenus dans un délai de 12 mois de déclarer leurs actifs et de s'acquitter des impôts afférents auprès des services fiscaux. En contrepartie, certains avantages et facilités leur seront accordés par l'administration fiscale. Il s'agit précisément pour ces contribuables de payer une redevance unique de 35% sur le total de leurs actifs offshore ou de s'acquitter de tous leurs impôts, pénalités et intérêts en suspens afin de se voir accorder une immunité en matière de poursuites judiciaires pour l'ensemble des infractions fiscales, notamment celles relatives à la détention illégale d'actifs à l'étranger. Passé le délai d'1 an accordé et qui expire le 7 octobre 2019, les contribuables qui ne se conformeront pas à ces nouvelles dispositions seront soumis à des procédures d'enquête ainsi que des poursuites judiciaires sur leurs avoirs à l'extérieur partout dans le monde. Et le gouvernement nigérien entend user de tous les accords bilatéraux et internationaux en matière de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent signé par le Nigeria avec les autres pays du monde pour avoir gain de cause. Les fonds recouvrés devraient contribuer à un élargissement de l'assiette fiscale pour le budget fédéral et servir à financer des infrastructures. Notons qu'en vertu de la loi nigériane, chaque citoyen est tenu de déclarer ses revenus et ses avoirs et de payer ses impôts.
Le pays a mis en place un fonds commun avec la Suisse pour loger les sommes illégalement transférées dans ce pays et qui ont été par la suite rapatriées après des années de procédures complexes. Alors, une petite réaction, Monsieur Komanhwe, on commence par vous. Oui, c'est comme je l'avais annoncé. Je vous avais dit que même notre État, même au Bénin, les procédures de recouvrement ont été déjà codifiées et mises dans la loi de finances. Les impôts, aujourd'hui, dès qu'on sait que vous avez une dette, on a la possibilité de vous poursuivre. On va dans votre banque, séance tenante, le gestionnaire de compte est amené à communiquer le solde de votre compte. Si vous avez des dettes fiscales, forcément, on doit pouvoir mettre un ATD sur ces comptes-là pour pouvoir les recouvrir. Donc, il faut aller à la source. La source, c'est effectivement de déclarer son impôt, de faire son activité de sorte à respecter les règles fiscales qui régissent chaque État africain. Maintenant, là où le bas va blesser un peu, c'est que aujourd'hui, ils ne s'y attendaient pas avant que ces informations ne viennent. La question qu'ils ont abordée au Nigeria, c'est ça qu'on appelle les transferts de prix. Le transfert de prix, ça fonctionne comment? Vous avez une entreprise, exemple au Bénin, vous avez une autre en Afrique du Sud. Et ça consiste à, quand vous constatez que vous avez des difficultés à payer un impôt dans un État A, il faut transférer une partie de vos revenus dans l'État B pour montrer que l'État A a assez de charges où l'État A n'a pas réalisé assez de produits. Et comme ça, le montant de l'impôt que vous payez est moindre. Aujourd'hui, l'administration est contre cette procédure et l'attaque. C'est ça en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu, et au Nigeria, on dit les fonds qu'ils disposent à l'étranger sont appelés à être taxés chez eux. Donc c'est pour dire quoi? Il y a un civisme qu'il faut adopter. Et le contribuable, le citoyen lambda, le chef d'entreprise qui a une entité doit savoir que il doit tout faire pour aller vers le respect des tests qui régissent la gestion de son entité et de tout faire pour payer au mieux et à juste titre l'impôt. Puisque c'est aussi ça la question. Par ignorance des tests, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui se font redresser à tout moment ou qui tombent dans un certain nombre d'erreurs qu'on pouvait pourtant éviter si on faisait les choses d'une certaine manière. Donc, je crois que ce n'est plus un rapport, ce n'est plus une information, ça s'exécute déjà. Et qu'on veuille ou pas, chaque État africain verra qu'il y aura, comment on appelle, un fusil ou un gendarme qui sera derrière lui. Mais c'est ça que nous, on ne veut pas précisément au Bénin. On voudrait que le citoyen paie son impôt de façon libératoire. Monsieur Zanou, on conclut avec vous. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'information. Ce qui me choque un peu, c'est comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans comment dire, dans le après. Comment on en est arrivé là? Comment se fait-il que les gens préfèrent, au lieu de garder leur sous au Nigeria, ils préfèrent l'envoyer dans d'autres pays? Qu'est-ce qu'il y a d'attractif dans ces pays-là? Donc je pense que on devait travailler beaucoup plus avec intelligence et régler les problèmes de façon durable. Là, c'est un peu comme si, c'est normal, les fiscs ont toujours réagi comme ça, c'est qu'on vous met la pression, on vous donne des préavis, on vous donne 12 mois, sinon on va vous attraper et tout. Je pense que ce n'est pas la bonne façon de gérer les ressources, ce n'est pas la bonne façon de mobiliser les ressources. Il faut plutôt créer les conditions pour que déjà le jeune entrepreneur, bien l'entrepreneur de façon tout court,
préfère rester dans son pays plutôt que de rapatrier tous ces sous-là. Parce que ça ne va jamais s'arrêter, hein, si ça continue comme ça. Ils auront beau mettre tous les ultimatums qu'ils veulent. Si les conditions ne sont pas favorables dans leur pays pour que les gens puissent rapatrier leurs fonds, ils ne l'auront pas. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Merci beaucoup. Merci, chers invités. Merci d'être passés sur ce plateau. Je rappelle, chers téléspectateurs, que j'étais en compagnie de M. Jean Bosco Kamanhoué. Il est consultant en fiscalité, également membre de l'Association béninoise des fiscalistes du privé. M. Harel Zanou était également sur ce plateau. Lui, il est le CEO de la start-up d'Imodoc, président du patronat des start-up du Bénin. Merci, chers invités, d'être passés sur Espace Éco et à très bientôt. Merci, madame. Merci.